Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission ID. Aujourd'hui, ID va parler de quel coaching pour l'émergence des petites et moyennes entreprises. Et ça sera avec notre invité, M. Adjika Kossi Delali. Adjika Kossi Delali est consultant en communication et marketing digital. M. Adjika, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Condor. C'est plutôt à moi de vous dire merci pour l'invitation à cette émission. Vous savez, l'émission ID, c'est une émission de grande écoute, en ce sens qu'elle aborde plusieurs thématiques qui intéressent beaucoup nos aimables téléspectateurs et téléspectatrices que je tiens vivement à remercier. Merci. Une fois encore, merci. Merci, M. Adjika. Le thème retenu pour cette rencontre est quel coaching pour l'émergence des petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous avez tous les éléments pour pouvoir m'accompagner dans cette discussion? Il n'y a pas de souci. C'est pour cela que nous sommes là. Nous allons nous entretenir, parler à fond sur la place du coach dans l'émergence des entreprises. Oui, quand on parle d'émergence des petites et moyennes entreprises, cela veut dire que ces entreprises étaient auparavant cachées quelque part, inconnues, non visibles, ou qu'est-ce que l'idée vous vient en tête? Merci beaucoup, M. Condor, pour cette question qui nous permet maintenant d'aller dans les détails pour pouvoir bien expliquer le bien fondé de ce thème. On ne peut pas dire que les entreprises sont cachées. Il y en a qui sont visibles, qui tirent bien leur épingle du jeu, mais au même moment, il y a des entreprises qui ont vraiment besoin d'accompagnement pour sortir leur potentiel, pour travailler, pour aller au-delà de là où ils sont actuellement. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes là pour révéler aux gens qu'il y a des services qui sont là, des services de coach qui sont là pour les accompagner à faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire tout seuls. Oui, ce qu'ils ne pouvaient pas faire tout seuls. Et je voudrais toujours, au niveau du thème, petites et moyennes entreprises. Donc, cela veut dire qu'il y a des entreprises qui sont plus grandes et d'autres encore très petites. Ok, merci beaucoup. D'abord, il faut dire que si on parle des petites et moyennes entreprises, nous en distinguons 4 sortes. Nous avons 4 sortes d'entreprises quand on parle de PME. Alors, la première, nous avons d'abord les nano-entreprises. Les nano-entreprises. Que veut dire nano-entreprise? Dans le classement, c'est la première classe d'entreprise. Donc, pour l'identifier, c'est une entreprise qui d'abord emploie un employé permanent et son chiffre d'affaires annuel hors taxe est moins de 5 millions. Voilà, donc c'est à partir de ça que nous identifions que telle entreprise est une nano-entreprise. Maintenant, à part les nano-entreprises, nous avons la deuxième classe qu'on dénomme micro-entreprise ou bien très petite entreprise. Mais j'opte beaucoup plus pour le micro-entreprise pour ne pas semer la confusion. Donc, on parle de micro-entreprise lorsque l'entreprise d'abord emploie moins de 10 personnes de façon permanente. Alors, son chiffre d'affaires annuel hors taxe varie entre 5 millions et 30 millions. Voilà, donc c'est ce qu'on fait pour identifier une micro-entreprise. Maintenant, à part ça, nous avons les petites entreprises. Donc, les petites entreprises sont des entreprises qui emploient entre 10 et 50 employés. Alors, quand on parle des petites entreprises, donc leur chiffre d'affaires varie entre 10 millions et 30 millions hors taxe de façon annuelle. Voilà. Maintenant, on parle maintenant des moyennes entreprises. Pour identifier les moyennes entreprises, ce sont des entreprises qui embauchent en moyenne entre 50 et 200 employés de façon permanente. Maintenant, leur chiffre d'affaires varie entre 50 millions et 150 millions. Voilà comment on fait pour identifier les petites entreprises. Maintenant, pour les moyennes entreprises, leur chiffre d'affaires maintenant varie entre 150 millions et 1 milliard. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour identifier les différents types d'entreprises qu'on englobe en général dans les TPME. Merci beaucoup. Quand vous parlez de nano-entreprise, oui. Exemple. Bon, la revendeuse d'Aïmolou, par exemple, dans le quartier, si elle est formalisée, c'est une nano-entreprise.
Dans la mesure où, d'abord, son chiffre d'affaires varie, ou bien jusqu'à 5 millions hors taxes par an. C'est à base de ça qu'on identifie le type d'entreprise. Ah bon, nano-entreprise. Donc, Nano-entreprise. une revendeuse de watches est en train d'exercer un travail d'entrepreneur, c'est ça? C'est ça, d'entrepreneur. Mais est-ce que la personne sait qu'elle est dans ce cadre? Généralement, quand vous prenez une revendeuse d'Ayumolu, par exemple, elle ne sait pas qu'elle entreprend. Elle ne sait pas qu'elle entreprend parce que pour la majorité, l'entrepreneuriat, c'est forcément d'ouvrir une grande structure quelque part, faire une grande prestation de service ou bien vendre à grande échelle. Du moment où vous disposez quelque chose, vous êtes autonome dans votre secteur d'activité, vous êtes immatriculé, voilà, vous êtes entrepreneur. Bon, et la revendeuse de charbon qui peut amener une voiture de sacs de charbon, 10 sacs de charbon, 50 sacs de charbon, 100, voire 100 sacs de charbon, où actuellement un sac de charbon n'est pas moins de 10 000 francs. Oui, maintenant le tout maintenant, ça dépend maintenant de son chiffre annuel hors taxe. Vous voyez un peu? Oui. Ça dépend du chiffre annuel hors taxe qu'elle arrive à faire. Si par exemple, par an, son revenu va au-delà de 5 millions et qu'elle embauche plus d'une personne, alors elle n'est pas nano-entrepreneur, mais plutôt elle rentre dans des micro-entrepreneurs. Voilà. Ah bon? Oui. Bon, vous qui êtes des consultants en communication et en marketing digital, oui. Est-ce que vous avez une manière de faire pour pouvoir leur dire, en tant que coach, il faut faire ci, il faut faire ça, pour que vous soyez enregistré, pour que vous soyez connu, formalisé? Oui, il y a ce travail de base que nous faisons auprès des entrepreneurs pour les amener d'abord à se formaliser. Parce qu'il y en a, il faut le dire, qui ne connaissent pas la raison pour laquelle il faut se formaliser. Donc, nous les accompagnons, nous leur expliquons pourquoi faut-il se formaliser. C'est l'un des travaux que nous faisons. Depuis nano-entreprise jusqu'aux grandes entreprises, le coach est toujours présent? Le coach est toujours présent parce que le coaching est présenté sous diverses formes. Donc, le coach est présent à tout moment et à tout niveau de l'évolution de l'entreprise. Oui, le coaching est présenté sous diverses formes. Lesquelles? D'abord, il faut dire, quand on parle de coaching, personnellement, moi, je classe le coaching sous deux aspects. Nous avons le coaching de vie et le coaching en entreprise. Donc, le coaching de vie, bon, c'est segmenté à 4 parties. Nous avons le coaching de la famille, le coach pour les ados. Donc, tout ça fait partie du coach de la famille. Nous avons les coachs de couple. Nous avons les coachs professionnels et également, nous avons les coachs de vie sociale. Maintenant, quand nous revenons sur le coaching en entreprise, on peut également distinguer 3 voire 4 types, à savoir le coaching individuel, le coaching d'équipe, le coaching d'organisation et le coaching des leaders ou bien des managers. Donc, si par exemple nous revenons en ce qui concerne le coaching de vie, ça permet maintenant au coach de pouvoir faire sa spécialisation. Puisque nous sommes avec les petites et moyennes entreprises, oui. Quel est le rôle du coach dans ce domaine? Le rôle du coach en termes d'entreprise, d'abord, c'est d'amener l'entrepreneur, d'une part, et les membres de son équipe à être vraiment conscients de leur potentiel. Le potentiel de l'entreprise elle-même, mais aussi le potentiel des employés, de tout ce que tout le monde peut apporter au sein de l'entreprise pour le développement de l'entreprise. Donc, le coach est là pour les guider, pour les orienter. Souvent, il y a des difficultés entre employés et employeurs. Souvent, il y a des stress. Souvent, même au niveau de l'entrepreneur lui-même, des fois, face à certains défis, il peut se dire non, il faut que j'abandonne tout pour recommencer ou bien pour faire autre chose. Le coach est là maintenant pour amener l'entrepreneur à savoir que face à tel problème, j'ai toujours les solutions de mon problème à moi-même. Donc, c'est le rôle principal que le coach joue dans la vie de l'entrepreneur et par ricochet dans la vie de l'entreprise de façon générale. Oui, Monsieur Delali, oui. Vous êtes un consultant. Pour que vous donniez votre expertise à un entrepreneur, c'est à lui de faire un pas vers vous ou bien c'est vous en tant que consultant, en tant que coach qui faites le pas vers l'entrepreneur? Je pense que c'est de deux côtés. Il y a certains entrepreneurs qui ignorent l'existence du coaching.
Donc, c'est à nous, dans un premier temps, c'est au coach maintenant de faire la démarcation, d'aller vers l'entrepreneur pour lui expliquer, pour lui présenter les services qu'il peut lui apporter. Ça, c'est du premier cas. Maintenant, de l'autre, un entrepreneur avisé qui sait que voilà, qu'il fait face à des difficultés et qui a maintenant des connaissances, qui savent que je peux aller vers telle ou telle personne pour qu'on puisse m'accompagner. Donc, lui-même doit faire de lui-même les démarcations pour venir vers le coach, pour qu'il soit pris en charge, être accompagné. Dans tous les cas, il faut une volonté manifeste de l'entrepreneur lui-même. Ça, c'est le critère le plus important. Il faut que l'envie d'être accompagné naisse même de l'entrepreneur. Voilà. Oui. Maintenant, de votre expérience de coaching et de consultant, Oui. qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que la majeure partie des gens vont vers les coachs ou bien il faille que les coachs eux-mêmes fassent un pas vers eux? C'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui font les pas vers nous, mais la plupart du temps, ce sont les coachs. En tout cas, moi, je fais beaucoup de pas vers les entrepreneurs pour leur présenter mes services, ce que je peux faire pour le développement de leur société, de leur entreprise. Si vous faites ces pas vers eux, très souvent, ils accueillent ça favorablement ou bien ils sont réticents. Souvent, ils sont réticents parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous sommes dans une période où il y a du fake, c'est-à-dire il y a du faux parmi les vrais. Donc déjà, quand on va et on présente les activités, il y a d'abord le doute qui naît automatiquement dans la personne, je dirais dans le prospect. Donc, il doute. Est-ce que la personne en face de moi est-il sérieuse? D'abord, besoin de ce qu'il me propose parce qu'il y a des gens qui ignorent qu'ils ont besoin d'aide. Donc, quelle que soit la situation, nous-mêmes, nous arrivons à les convaincre, à leur faire comprendre que voilà, vous avez besoin de nous, nous pouvons vous aider à mieux faire. Quelles sont les qualités qu'un coach doit avoir pour pouvoir percer et aider à mieux faire? Je classe les qualités du coach en 4 points. D'abord, le premier point, le coach doit développer ce qu'on appelle la qualité d'écoute. Le coach doit être quelqu'un qui arrive d'abord à bien écouter la personne. Parce que si vous êtes distrait, si vous n'écoutez pas la personne, vous ne pouvez pas identifier son besoin. Donc, le coach doit développer sa qualité d'écoute. Maintenant, en deuxième position, le coach doit être empathique. C'est-à-dire que le coach doit être disposé, quelle que soit la nature de ce que la personne va vous dire, le coach doit être en mesure de le comprendre, de se mettre à la place de la personne pour pouvoir mieux le comprendre, accepter sa condition avant de pouvoir savoir quel est son problème et ce qu'il peut faire. Parlant de ce qu'il peut faire, nous parlons directement du troisième point, qui est le discernement. Le coach doit développer le discernement pour savoir le fond du problème, l'origine, la cause. Donc, si vous ne discernez pas d'abord la personne en face de vous, vous ne pouvez pas savoir que, est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est son réel problème? Parce que des fois, il y a des gens qui font face à des difficultés, mais qui ne savent malheureusement pas l'origine de leur problème. Donc, vous devez d'abord discerner, est-ce que la personne est complètement consciente de ce qu'elle traverse ou bien il faut encore d'autres systèmes. Par exemple, il faut utiliser la maïeutique, c'est-à-dire passer par des questionnements jusqu'à trouver la vraie cause de son problème. Donc, le coach, comme je le disais, doit développer ce qu'on appelle le discernement. Et en quatrième position, bien sûr, le coach doit être un bon communicant. Le coach doit être un bon communicant, en ce sens que si vous n'avez pas l'art nécessaire pour d'abord véhiculer ce que vous comprenez de la situation, je me demande comment allez-vous convaincre la personne à réaliser qu'elle a les ressources nécessaires en lui-même pour pouvoir faire face à son problème. Si vous n'avez pas les capacités nécessaires, vous n'êtes pas bon en communication, vous ne pouvez pas, bien sûr, accompagner votre personne ou bien votre coaché, s'il faut le dire ainsi. Donc, la qualité de communication est très, très importante. Il y a la communication verbale et non verbale, la communication violente et non violente. Donc, le coach doit être en mesure de savoir quelle forme de communication faut-il appliquer à telle personne et à quel moment, pourquoi et comment se prendre. Voilà ce qu'on peut dire sur les qualités d'un coach. Et comment se prendre.
Nous savons que tous les entrepreneurs ne sont pas allés à l'école. Au cas où vous tombez sur un entrepreneur qui n'est pas parti à l'école, comment vous faites? Ou bien c'est seulement ceux-là qui sont partis à l'école qui constituent votre cible? Merci beaucoup pour cette question assez pertinente. Il faut dire que quelqu'un qui arrive déjà à entreprendre, déjà la personne a de potentiel, la personne potentiellement peut tout faire. Donc si la personne n'arrive pas à bien s'exprimer, soit en anglais ou en français, nous avons nos langues locales à base desquelles nous les accompagnons. L'accompagnement, ce n'est pas seulement en langue étrangère, s'il faut le dire ainsi, ce n'est pas seulement en français ou en anglais. Nous utilisons nos langues locales pour pouvoir les accompagner. Donc, ce n'est pas une limite que les gens ne disent pas que « Ah, moi, je ne comprends pas le français, donc je ne peux pas bénéficier de l'accompagnement. » Non, comprendre le français ou l'anglais est une chose. Avoir la capacité d'exécuter des orientations aussi en est toute une autre. Oui, M. Adika, les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Si au sortir de cette émission, quelqu'un vous appelle en une langue locale, c'est-à-dire Evé ou Kotokoli ou Kabié, comment allez-vous faire pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir l'aider? C'est ça. C'est le petit hic, mais nous avons toujours des solutions. Par exemple, moi, je ne connais pas certaines langues locales, mais si la personne m'appelle et s'exprime d'abord en une autre langue que je ne connais pas, d'abord, ce que je vais lui dire, au moins, la plupart des personnes quand même comprennent le minimum en français. Donc, je lui dis que voilà, laissez-moi ou bien venez, je lui donne un rendez-vous et la personne vient. Et s'il faut un interprète, on a un interprète, on passe par l'interprétation et puis on se comprend. En regardant l'univers entrepreneurial de notre pays, vous sentez que nos entrepreneurs ont besoin des services de coach, vraiment? D'abord, je veux féliciter la jeunesse togolaise de façon générale qui vraiment s'engage dans l'entrepreneuriat, qui vraiment ne baisse pas le bras. Et la jeunesse aujourd'hui a compris que l'entrepreneuriat, c'est une porte de sortie. Donc, je leur dis merci. Alors, aujourd'hui, en revenant à votre question, quelle que soit la nature de l'entreprise, vous avez besoin d'un service, d'un coach. Parce que c'est comme on le dit souvent que quelqu'un qui danse ne peut pas s'apprécier. C'est vrai, vous pouvez être conscient de votre qualité en termes de danse. Vous pouvez savoir que je suis un bon danseur. Mais à quel point vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre danse? Vous ne savez pas. Donc, vous avez besoin d'un coach pour vous accompagner, pour vous appuyer, pour vous dire que fais ceci. Quand tu fais ceci, ta carrière va booster davantage. C'est en ce sens que l'entrepreneur a besoin d'un coach pour évoluer à chaque niveau. Parce qu'il y a des situations avec les collaborateurs, avec les clients, même avec soi-même. Surtout quand on a des fois des soucis de différentes sortes. Vous avez besoin d'un coach pour vous accompagner. Un coach, quelqu'un qui se met à votre place, qui vous comprend, qui épouse l'idée de votre société, bien de votre entreprise, afin de vous accompagner, afin de vous aider à déceler vos manques et à faire davantage. Bon, je reviens encore sur les langues nationales. Vous ne maîtrisez pas toutes les langues. Oui. Laquelle vous maîtrisez plus? Moi, je suis plus à l'aise en EV. En EV. Je suis plus à l'aise en EV. Oui, ce que nous venons de dire. Oui. Est-ce que vous pouvez résumer en 3 phrases en EV? Les keye, coach allo, amekola tono todinami la to akplomi wa fiaminu kokudo nyabe donti no lo odore odo kuhede amekela no todino aton senu ko le to agome ameke aso donti no na kuhe ko le do le do pe wa ebe nu pomi le fo yemi le globe mu kafi ko le na do wa o hia amerike la no pedenti o amerike no do kuhe la no gblena e no fi obe weleke no do fi angba weleke o weleke nuwa we mi hia yemi le glo egbe yemi le defi obe amesia me hia be ola no kple wa no fi apodope le dorme akpe. Bon, merci beaucoup pour cette tradition en EV. Quand nous parlons de l'émergence des petites et moyennes entreprises, cela veut dire qu'il y a des gens, des entrepreneurs qui sont là, mais ils sont toujours tapis dans l'ombre, qui ne savent pas qu'ils sont en train d'entreprendre. Maintenant, j'ai cherché à savoir, est-ce que c'est à vous d'aller ou bien c'est à eux de venir? On suppose qu'ils ne viennent pas. Maintenant, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes des consultants en entreprise,
Est-ce que vous avez une campagne annuellement ou bien trimestriellement pour aller vers ces gens-là? Merci beaucoup pour la question. Évidemment, il y a certaines personnes, s'ils sont au courant qu'il y a des services d'appui à leur activité, ils n'hésiteraient pas à nous contacter, Exact. à nous approcher. Exact. Maintenant, comment nous faisons pour pouvoir aller vers les entrepreneurs pour leur présenter nos services, ce que nous pouvons faire pour les aider? Alors, il faut dire que nous disposons de plusieurs canaux. En premier lieu, d'abord, il y a les prospections, que je pourrais dire en entreprise. Donc, on cible l'entreprise et on y va et on leur présente, voilà. On cherche d'abord à comprendre à fond ce qu'ils font et également, de notre côté, ce que nous pouvons leur faire. Donc, maintenant, à part ça, il y a l'organisation des masterclasses. Les masterclasses, on les organise fréquemment sur des thèmes particuliers. Vous voyez, on ne peut pas toucher tous les entrepreneurs au même moment. Donc, ces genres d'événements sont organisés à l'intention des entrepreneurs. Donc, c'est le lieu pour moi d'encourager les entrepreneurs à participer aux masterclasses. C'est-à-dire que si vous avez, on dit qu'il y a tel événement, tel jour, souvent les gens voient le coût de prestation ou bien, oui, les frais de participation ou autres, qui les découragent. Mais il y a des gens également qui voient que qu'est-ce que je peux gagner dans ça? Mais je veux vraiment encourager les gens à participer à ces genres d'événements, aux ateliers, aux conférences, parce que c'est là que vous allez réaliser votre manque. Donc, c'est là-bas que vous allez comprendre que, ah, en fait, tel souci que j'ai dans mon entreprise se trouve dans telle partie de moi-même. Donc, ça vous amène à chercher une personne de façon particulière à vous accompagner. L'autre chose, c'est par exemple ce genre d'émission télé. Il y a des gens qui malheureusement n'arrivent pas à suivre la télé pour comprendre certaines choses. Donc, nous encourageons les gens. L'émission que nous faisons par exemple, ça vient à point nommé éclairer ou bien aider une personne à savoir que ce que je fais, j'ai vraiment besoin d'un coach, j'ai vraiment besoin de tel service sur telle durée pour que je puisse aller en avant dans ma structure. Voilà les moyens que nous disposons pour sensibiliser les entrepreneurs. Oui, quand vous parlez de masterclasses, c'est quoi masterclasses? Bon, les masterclasses, ce sont des conférences qui s'organisent soit dans une journée et sur un thème particulier. Donc, vous arrivez, il y a l'orateur qui vient et qui est là principalement pour vous entretenir sur un thème pratique donné. Donc, à la fin de cette séance, vous êtes en mesure de faire quelque chose de vous-même. Vous avez grandi psychologiquement. Voilà ce que nous appelons les masterclasses. Comment vous faites pour toucher les différents entrepreneurs? Oui, ce que nous faisons pour les toucher, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, d'autant plus que moi-même, je suis un spécialiste des métiers digitaux. D'abord, nous utilisons tous les canaux possibles. Nous utilisons les réseaux sociaux pour les atteindre. Des fois, nous faisons des communiqués à la radio parce que c'est justement parce que certaines personnes ne savent pas comment tirer les profits des réseaux sociaux. Donc, nous passons également par les communiqués, les affiches pour pouvoir les atteindre. Voilà ce que nous faisons pour pouvoir faire des communiqués pointus sur nos activités et sur l'organisation des événements. Il semble que vous êtes aussi community manager, c'est ça? Oui, je suis community manager de formation. Oui, community manager, c'est qui? Le community manager, d'abord, c'est un métier qui fait partie des métiers du web. Et le community manager, c'est quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour donner de la visibilité et de la notoriété aux entreprises, mais aussi aux personnalités publiques. Donc, notre mission en termes d'entreprise, c'est de valoriser l'entreprise aux yeux de son audience ou bien aux yeux du grand public. Et s'il y a des produits, des marques particulières, nous travaillons à ce que les produits soient connus sur le marché. Et également, en ce qui concerne les personnalités publiques, nous travaillons pour leur visibilité, pour leur notoriété aux yeux de tout le monde. Voilà ce que, de façon basique, le rôle du community manager que je suis. Oui, le rôle du community manager. Quand vous regardez l'univers entrepreneurial au Togo, notre pays, comment vous pouvez l'apprécier? Est-ce qu'au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des nanos, des petites, bien des grandes entreprises, nous sommes en train de faire des pas de géant? Oui. Et il faut d'abord dire qu'il y a beaucoup de prouesses, beaucoup de progrès qui se fait sur le terrain. Néanmoins, il y a un manque de compréhension des choses.
D'abord, il faut dire qu'au niveau de certains entrepreneurs, surtout quand nous prenons les nano-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, ils ne savent pas comment faire les choses à temps réel. Personnellement, j'ai fait un constat. Vous allez voir la personne, si la personne vend des chaussures, voilà, la personne met toutes ses chaussures sur son statut WhatsApp. Donc pour lui, voilà, il fait du commerce, il fait le marketing digital. Je ne le condamne pas, c'est bien, mais la personne doit savoir qu'elle doit aller au-delà de ça. Vous pouvez utiliser par exemple WhatsApp, Facebook pour vendre. Mais comment vous allez le faire? Si vous avez les astuces nécessaires pour le faire, alors vous allez tirer votre épingle de jeu. Mais bon, si vous savez que voilà, à partir de WhatsApp, je peux aussi vendre et que vous partez directement mettre les choses sur votre statut, c'est pas ça. Il en a au-delà de ça. Vous devez aller au-delà de ça. Vous avez besoin soit d'un consultant pour vous former, pour aller davantage à tirer épingle du jeu. Maintenant, l'autre chose aussi, par exemple, quand je revenais, je parlais bien sûr des masterclasses. Des fois, on peut organiser des cours de formation comme ça. Hein. On dit que voilà, formation en vente sur WhatsApp. Souvent, les gens ne considèrent pas ça, ce genre d'événement. Mais ça vous aide. Ça vous aide, même si vous êtes dans le domaine, ça vous aide à découvrir les meilleures nouveautés, les meilleures astuces à faire pour que votre activité puisse aller en avant. Parce qu'avec le web, il faut dire que les choses vont très, très vite. Très vite. Très vite. Même quelqu'un qui est dans le domaine, après 3 voire 6 mois d'inactivité, s'il revient, il a du boulot à faire pour se mettre à jour. Donc, c'est pour dire que personne ne dise que je sais, je connais, mais soyons toujours engagés à apprendre de façon continuelle et à s'approcher de ceux qui sont dans le domaine de façon permanente. Parce que c'est notre activité, c'est ce que nous savons faire. S'il y a des mises à jour, des changements, c'est ce que nous savons. Nous sommes aux aguets des informations nouvelles, donc nous sommes disposés à les accompagner et à leur fournir des appuis et accompagnements nécessaires au meilleur moment. Et M. Adjika Kossi, vous êtes un consultant en communication et en marketing digital. C'est ça. Vous êtes dans l'émission ID, Oui. je vous le rappelle. C'est pour pouvoir aider nos téléspectateurs. Oui. Vous dites tout à l'heure qu'un vendeur de chaussures met pratiquement tous ses articles sur le WhatsApp et qu'il faut aller au-delà. Oui. Non, précisez-nous, aller au-delà, là, c'est faire comment? Quelqu'un qui vend la chaussure, qui vend les bouts d'oreilles, il faut d'abord savoir s'il veut vendre sur WhatsApp. D'abord, il y a plusieurs versions de WhatsApp. Quel WhatsApp je dois utiliser? Ça, c'est la première question. Je ne vais pas vouloir vendre sur WhatsApp et utiliser n'importe quelle version. Donc, quelle version de WhatsApp utiliser? Vous devez savoir la version de WhatsApp que vous devez utiliser. Et généralement, c'est le WhatsApp, le business WhatsApp que nous utilisons pour la vente et pour les entreprises de façon générale. C'est la version business que nous utilisons. Maintenant, comment le paramétrer? Comment paramétrer ça? Vous êtes dans plusieurs groupes. Comment tirer profit des membres de vos groupes pour qu'ils puissent savoir que celui avec qui je suis dans tel groupe fait telle chose, vend telle chose. Vous devez savoir tout ça là. À partir de WhatsApp, vous devez savoir comment augmenter le nombre de votre contact, à qui vous devez proposer vos produits. Vous voyez? Donc, voilà ces conditions que vous devez savoir. C'est pourquoi je disais qu'il ne suffit pas de mettre son produit sur statut WhatsApp pour dire que je fais le e-commerce ou bien que je vends en ligne. Non. Donc, il faut savoir comment le faire. En parlant bien sûr de la version de WhatsApp, de comment découvrir plus de contacts et également quand est-ce qu'il faut publier, hein? Quand est-ce qu'il faut mettre son statut. Ce n'est pas que voilà, il faut mettre les choses en statut que je veux me lever à 1h du matin pour faire mon statut. Il y a des heures de pointe où quand vous postez les choses en même temps, au moins la plupart de vos contacts est déjà connecté et peut découvrir au même moment votre produit. Surtout avec aujourd'hui, il y a les chaînes WhatsApp qui sont là et que personne, bien la plupart des gens ne maîtrisent pas pour le moment. Il faut également savoir comment tirer profit justement des chaînes WhatsApp. Voilà, donc voilà tout un ensemble de choses que les entrepreneurs doivent savoir pour avancer. C'est un exemple que j'ai donné au sujet de WhatsApp, bien de la vente sur WhatsApp en termes de stratégie marketing. En tant que consultant en marketing digital, donc la vente en ligne, c'est une réalité effective aujourd'hui dans le commerce? Évidemment, aujourd'hui c'est plus qu'une réalité, M. Condon. C'est plus qu'une réalité, hein? Parce que vous ne pouvez rien faire aujourd'hui en s'approchant de e-commerce. Que vous soyez consommateur ou vendeur,
C'est ça. Vous pouvez rester ici quand vous êtes affamé, voilà. Vous pouvez payer un service, venez me livrer. Donc, il faut que tout le monde soit conscient aujourd'hui que la vente en ligne, le e-commerce aujourd'hui, c'est une pure vérité, c'est une réalité. Maintenant, bon, c'est pas parce que c'est une réalité, c'est une vérité aujourd'hui qu'il faut s'y prendre n'importe comment. Parce que je venais de le dire. Je faisais, excusez-moi, entre-temps, allusion aux arnaqueurs aussi. Hein. Donc, il faut également savoir comment identifier les vrais des faux pour que vous ne puissiez pas dire que on m'a trompé, on m'a dit que voilà, je peux vendre en ligne, mais voilà, ou bien je peux payer en ligne, je l'ai fait, pour moi, on m'a volé, j'ai payé, je n'ai pas eu mon produit. Donc, il y a aussi ces stratégies-là pour pouvoir déceler, n'est-ce pas, les vrais fournisseurs des faux, quel que soit le produit, quel que soit le produit. Voilà. Oui. Delali, comment comptez-vous aider vos concitoyens à émerger et être compétitifs dans ce commerce en ligne? D'abord, la première des choses que je vais leur dire, c'est de s'approcher de nous. Parce que, vous voyez, ça, c'est juste une mission que nous faisons. C'est une mission que nous faisons pour transmettre nos informations. Et maintenant, les gens ont des cas particuliers. Donc, je leur demanderai voilà, de s'approcher de nous. Nous allons comprendre qu'est-ce que vous vendez, comment vous les vendez. Et en ce moment, nous saurons comment les aider à faire ou bien à vendre davantage. Mais y compris même ceux qui sont dans les prestations de services. Nous sommes disposés à les accompagner, à les appuyer pour que nous puissions tous avancer. Parce qu'aujourd'hui, le rôle de notre jeunesse aujourd'hui, surtout africaine, et de façon particulière, c'est à nous, la jeunesse aujourd'hui, de prendre le leadership sur les choses. Nous ne devons pas attendre à ce que les choses viennent d'elles-mêmes. C'est à nous-mêmes de faire la démarcation, de faire du forcing. Si nous voulons vraiment changer les choses, si nous voulons vraiment des vies meilleures, si nous voulons vraiment construire quelque chose de nouveau, nous devons nous engager. Donc, je leur demanderai pour finir encore de s'approcher de nous. Et au même moment, quand nous parlons également des entrepreneurs, aujourd'hui, il faut que je le dise, il y a certaines choses que nous devons comprendre alors que nous sommes encore élèves ou étudiants. Il faut que la jeunesse aujourd'hui, dès le cours primaire, le CG, le lycée et encore au campus, que nous puissions vraiment savoir ce que je dois faire. Parce que souvent, quand on finit notre cursus, on ne sait pas ce que je dois faire. Donc, c'est en ce moment que Dieu celui qui vend la chaussure au bord de la route, il fait beaucoup d'argent. Attends, il faut que moi aussi, je vende la chaussure au bord de la route. Mais est-ce que tu as les potentiels, tu as les capacités nécessaires pour vendre la chaussure au bord de la route? Est-ce que tu peux étaler ta chaussure jusqu'à 21h, 22h? Est-ce que tu as la capacité nécessaire d'appeler quelqu'un qui est de passage que viens voir mes chaussures? Si on t'insulte une première fois, est-ce que tu as encore le courage d'appeler la deuxième personne? Donc, je dirais que nous ne devons pas faire les choses, nous ne devons pas entreprendre parce qu'il faut entreprendre. Mais nous devons entreprendre parce que nous voulons entreprendre, et que nous avons la motivation, nous savons ce que nous pouvons faire et les motivations réelles de cela. Donc, c'est ce que j'aimerais dire encore, en appuyant encore sur le côté éducatif, c'est très important. Oui, M. Delali, vous voulez dire que entreprendre, ce n'est pas une chance? Oui, entreprendre, ce n'est pas... Il y a des chances dans l'entrepreneuriat. Il y a les chances dans l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneur, ce n'est pas un effet de hasard. C'est un métier réfléchi. C'est un métier réfléchi. Vous ne pouvez pas vous lever parce que, excusez-moi, vous n'avez pas trouvé du travail, donc vous allez entreprendre. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est tout un engagement, c'est toute une réflexion. Parce que c'est un projet de vie. Vous voyez, c'est un projet de vie, l'entrepreneuriat. Et dans ça, il y a des gens qui disent que voilà, si vous voulez devenir riche, il faut entreprendre. Oui, c'est bon. Mais qui peut entreprendre? Voilà des questions qu'il faut d'abord se poser pour pouvoir bien commencer et bien finir. Voilà. Oui, je vous la pose, cette question-là. Qui peut entreprendre? Voilà. Je dirais d'abord que D'abord, il faut dire que cette question fait couler beaucoup d'encre. Hein, et on n'a pas encore des réponses fixes par rapport à ça. Mais à mon niveau, personnellement, il faut dire que celui qui peut, ce n'est pas celui qui veut, mais celui qui peut entreprendre. En ce sens que, quand, par exemple, on dit directeur général de telle société, tout le monde a envie que, voilà, un jour qu'on dit que je suis le fondateur de telle société, que je suis le directeur de telle société. Chacun a envie de faire ça. Mais est-ce que chacun peut le faire? Nous voulons tous le faire. Mais est-ce que nous pouvons tous le faire? C'est ça.
Parce qu'il faut savoir, comme je le disais, qu'il y a beaucoup de défis en termes d'entrepreneuriat. Parce que c'est vous qui devez tout sortir, c'est vous qui devez donner les orientations aux gens. Est-ce que vous avez ces capacités-là de le faire? Donc, c'est pourquoi je dis que c'est celui qui peut entreprendre. Ce n'est pas celui qui veut seulement. Le vouloir en est une chose, mais le pouvoir en est toute une autre. Voilà. Ce n'est pas celui qui veut, Oui, mais c'est celui qui peut. c'est ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas celui qui veut, en ce sens que vous ne pouvez pas dire que je veux devenir telle personne. Et en même temps, vous allez devenir. Donc, au départ, vous avez le vouloir de le faire. Maintenant, vous devez travailler maintenant sur votre capacité en termes de pouvoir maintenant. Donc, je dois avoir, est-ce que j'ai les capacités de me vouloir? J'ai les capacités de faire ce que je veux faire. Qui aujourd'hui, bon, il y en a plusieurs personnes qui disent que je veux devenir comptable. Mais est-ce que vous pouvez être comptable? Vous voulez devenir avocat. Est-ce que vous pouvez être avocat? Avec toutes les réalités du métier, est-ce que vous pouvez le faire? Donc, c'est pourquoi je dis que vouloir faire la chose est une chose. Maintenant, pouvoir le faire en est une autre. C'est pourquoi il faut vraiment que si vous avez envie de faire quelque chose, que vous puissiez aller à l'information. Si vous voulez entreprendre quelque chose, allez à l'information, demandez des conseils, demandez les contours. Ce n'est pas en ayant déjà dans la chose que vous allez découvrir les différentes facettes, les différentes difficultés pour dire que ah, si je savais, je n'allais pas faire ça. Je ne savais pas que tel domaine est comme ça, est comme ça. Donc, vous devez savoir que ce que je veux faire là, voilà les défis et les avantages qui sont dans ce domaine. Et par rapport aux défis, je peux les supporter. Et je veux juste rappeler ou bien donner un petit témoignage. Parce qu'au niveau de ma société, je fais le cours de répétition à domicile. Donc, comme j'étais déjà préparé, je n'avais pas commencé juste parce que je veux faire de l'argent, mais j'avais commencé parce que je voulais aider la jeunesse. Je voulais aider les élèves et aider les parents. Donc, j'ai d'abord demandé les réalités du domaine. C'est face aux réalités, c'est face aux défis maintenant que j'ai préparé ma valeur ajoutée et psychologiquement, je suis préparé à toute éventualité. Donc, lorsque j'ai commencé au début, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais ça ne m'a pas permis de sombrer parce que je savais que j'allais rencontrer ces difficultés-là. Vous voyez? Donc, au lieu de dire que je ne vais plus continuer, je vais arrêter ici, j'ai pu dire, ah, bienvenue, ce que j'ai appris est là. Donc, psychologiquement, je ne suis pas choqué, donc je pars dedans pour avancer. Voilà. Oui, que veut dire faire des cours de répétition à domicile? C'est vous-même qui faites ou bien vous avez un personnel qui le fait? Non, moi-même, je ne fais pas des cours de répétition, mais j'ai toute une équipe derrière moi. J'ai formé des enseignants sur le système éducatif togolais et le système français et international pour faire la répétition. Maintenant, une chose, c'est de faire la répétition à la maison, mais l'autre chose, c'est d'accompagner. Par exemple, chez moi, il ne suffit pas, par exemple, comme certains parents le font, de prendre un jeune homme dans le quartier pour dire qu'il faut venir entretenir mon enfant, il faut répéter mon enfant. C'est bien, mais est-ce que c'est de ça réellement que l'enfant a besoin? Parce que pour moi, les difficultés que moi j'ai analysées après ma sortie d'université, je me suis dit que ça va au-delà de répéter un enfant. Répéter un enfant à la maison, ça veut dire que vous voulez que l'enfant réussisse à faire d'année. Ça, c'est ça. Quand vous prenez quelqu'un pour répéter votre enfant, vous voulez que l'enfant réussisse à en faire d'année. Maintenant, avec moi, j'ai compris ça autrement, que la répétition à domicile doit plutôt contribuer à ce que l'enfant, réussisse à son examen, bien sûr, mais pour que l'enfant puisse découvrir le meilleur de lui-même. Et par conséquent, préparer son entrée dans sa vie professionnelle. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, excusez-moi, qui ont le master, qui ont tout. Mais s'ils vous présentent leur simple CV, c'est-à-dire leur premier document sur lequel ils devaient se vendre, ils ne savent pas comment le faire. Il y a des gens, au premier contact, ils ont leur master, ils ont des diplômes, mais qui n'arrivent pas à vous convaincre. Il y a des gens qui ont leur diplôme, mais ne savent pas pourquoi ils ont fait telle ou telle étude, M. Condor. Donc, c'est pourquoi, à notre niveau maintenant, nous arrivons déjà à identifier les capacités, les potentiels de l'enfant alors qu'il est encore élève et à dire que, cher papa, voilà votre fils a tel penchant pour telle activité. Donc, ensemble, maintenant, nous travaillons à valoriser cela. Donc, déjà, après le BPC, l'enfant, en consultation avec nous, bien sûr, le parent surtout, sait déjà qu'il allait faire la série A4, ou bien la série D, ou bien la série technique. Ce n'est pas parce qu'il va faire la série technique parce que le papa est comptable
ou bien pour faire le jeu de parce que le papa est comptable. Mais l'enfant et le parent, tout le monde sait déjà qu'il va faire telle filière parce qu'il veut devenir telle chose en fonction de ses backgrounds, c'est-à-dire en fonction de ses capacités. Voilà toutes les réalités qui se cachent derrière le cours de répétition que nous faisons. Donc, en résumé, nous faisons les cours de répétition à domicile, d'une part, pallier au problème du chômage. Parce que si on parle du chômage, M. Condor, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas du travail. Hein? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas du travail. Tous les jours, quand vous êtes dans les groupes WhatsApp, il y a des notifications, des avis de recrutement qui se font. Mais il y a des gens qui postulent. Vous pouvez bien vouloir les recruter, mais la manière de se présenter prouve qu'ils ne pourront pas être productifs. Mais quelqu'un qui est avisé et qui est préparé à devenir telle personne dans une entreprise n'a pas le choix. Il est condamné à bien se présenter, il est condamné à bien se valoir. Voilà ce que je peux parler en parlant de nos cours de répétition que nous faisons et de nos valeurs ajoutées. Merci. Merci beaucoup, M. Condor. Oui, M. Delali, merci aussi pour ce clin d'œil sur vos activités. En faisant ces cours de répétition, quel est le retour que vous avez de la part des parents? Pour la plupart des enfants que nous répétons, les parents sont plus que satisfaits. Et ils nous félicitent, ils vraiment soutiennent notre initiative parce que, comme je le dis, au-delà, lorsque le répétiteur va aller à la maison, il y a toute une équipe derrière qui fait le suivi. Parce que l'enfant, pour nous, nous voulons donner aux enfants d'être contents d'être enfants, d'être élèves. Par exemple, à l'approche de la rentrée, les enfants disent « Ah, la rentrée est encore là !» Mais nous, notre travail, c'est d'amener l'enfant à être content parce que la rentrée est là. Déjà, à partir de ce moment, l'enfant est déjà prêt pour réussir. Du moment où l'enfant est déjà content parce que les rentrées sont là, ça veut dire que psychologiquement, l'enfant est prêt pour affronter l'année. Et c'est un grand signe pour le succès. C'est toutes ces valeurs ajoutées que nous apportons aux enfants et la performance des enfants. Surtout, il faut le dire, hein, surtout il y a certains enfants, voilà, que le parent peut vous dire que mon enfant t'a fait ceci, fait ceci, cela. Mais au terme de l'année ou bien au cours des activités, les parents voient la transformation dans leurs enfants. Donc, ils réalisent que, au-delà que mon enfant a de meilleures notes, il change aussi de comportement à la maison. Parce que nous les préparons à une carrière professionnelle réussie. Donc on dit, si tu veux vraiment aller ici, tu ne dois pas faire ceci à la maison. Tu ne dois pas sortir à telle heure. Tu dois faire ceci. Donc nous les accompagnons véritablement. Nous les encourageons, nous les formons. Nous travaillons sur leur mindset pour qu'ils puissent devenir des meilleures personnes. Voilà. Tout à l'heure, vous avez utilisé une expression mindset. Qu'est-ce que ça veut dire mindset? Bon, c'est leur capacité de réflexion, c'est leur prédisposition à faire face à des difficultés, à faire face ou bien à trouver des solutions aux difficultés. Voilà. Oui, qui ne succombent pas. Oui, dans cette tâche d'accompagner les enfants, est-ce que c'est seulement ceux-là que vous avez sous les mains qui ont besoin d'être accompagnés ou bien vous pensez que la majeure partie des enfants a besoin de cet accompagnement? Évidemment, nous pensons réellement que pas la majeure partie, mais tous les enfants. Tous les enfants ont besoin d'un accompagnement. Parce que vous comprenez avec moi que le parent seul ne peut pas tout faire. Et nous sommes, je dirais, une personne externe qui voit l'enfant tel qu'il est. Hein, des fois, le parent peut voir l'enfant avec des yeux d'amour. Et peut être tolérant sur certaines choses qui deviennent plus tard leur faiblesse. Mais nous sommes là, nous voyons tout. Et nous proposons aux parents, face à tel enfant, il faut que vous soyez comme ça, il faut qu'on nous le fassions comme ça. C'est en cela que je félicite certains des parents qui viennent vers nous et qui disent, mon enfant, déjà, au plus des contextes, dit que mon enfant, il est comme ça, il est comme ça. Donc, comment nous allons faire? Par exemple, l'autre fois, il y a une maman qui me disait que voilà, son enfant, son plus grand problème, c'est la distraction. Et évidemment, lorsque nous avons commencé les activités, on a vu réellement que l'enfant peut être concentré juste pendant 3 voire 5 minutes et puis c'est fini. Donc, nous travaillons sur l'enfant afin qu'il soit moins distrait. Donc, voilà l'autre chose que nous faisons. C'est pourquoi je disais que tous les enfants ont besoin d'être accompagnés. Merci, M. Delali. Revenons toujours sur la place du coach dans l'émergence d'une entreprise. Quand vous parlez du coaching pour les entreprises, oui. Quand on parle du coaching individuel, oui, on fait allusion à quoi là-bas? D'abord, au sein d'une entreprise, l'entreprise est formée de plusieurs personnes qui forment le personnel de l'entreprise. Alors, parmi ces personnes, nous avons plusieurs profils.
Nous avons la comptabilité, voilà, la gestion des ressources humaines. Nous avons plusieurs profils selon le domaine d'activité de l'entreprise. Donc, quand nous parlons de coaching individuel au sein d'une entreprise, justement, nous parlons de comment venir en aide à chaque employé pour que la personne puisse sortir le meilleur d'elle-même pour le bien de l'entreprise. Parce qu'il y a des gens qui sont là, excusez-moi, juste pour remplir leur feuille de route, mais leur cahier de charge. Je suis là en tant que telle personne, je fais ceci, voilà. Mais nous arrivons maintenant à dire qu'une fois que vous êtes là, vous devez faire ceci, cela, pour que l'entreprise puisse aller en avant. Donc, nous sommes là pour donner, pour amener les employés, bien les individus, bien sûr, quel que soit leur statut, à développer leur potentiel, à mettre en œuvre tout leur savoir-faire, toutes leurs capacités, à les mettre au service du développement de l'entreprise. Donc, c'est pourquoi certains entrepreneurs qui comprennent ça font appel à des coachs pour qu'ils puissent vraiment aider leur personnel. Voilà. Voilà ce que nous faisons en termes de coaching personnel. Maintenant, il y a, comme je le disais, il y a le coaching des leaders. Oui, avant d'arriver au coaching des leaders, Oui. On est toujours au niveau du coaching individuel. Tout à l'heure, vous parlez d'il y a certaines personnes, oui. bien certains employés qui ont un caractère, disons, un peu singulier, oui. qui ne pensent qu'à eux juste. C'est ça. Et au-delà, ils ne font pas. Et comment vous qualifiez cela? C'est pas bien parce que, moi je le dis souvent, vous pouvez être dans une société, dans une entreprise et que votre vision n'est pas de demeurer là-bas parce qu'on est tous appelés à grandir. On est tous appelés à grandir. Donc, que si vous avez par exemple des idées de quitter cette entreprise pour aller dans une plus grande entreprise, ou bien que vous voulez quitter cette entreprise et aller créer votre propre entreprise, cela vous demande bien sûr que vous puissiez mettre ou bien exercer tout votre potentiel. Tout ce que vous savez, votre savoir-faire, vous devez le mettre en œuvre dans cette entreprise-là. Parce que c'est de là qu'il viendra votre expérience. Et c'est cette expérience que votre futur employeur aura besoin. C'est de ces mêmes expériences-là que vous avez besoin dans la mesure où vous voulez créer votre propre entreprise. Donc, si vous ne le démontrez pas, si vous ne vous exercez pas, alors vous ne pourrez pas faire la magie, soit dans votre propre entreprise ou bien ailleurs. Donc, c'est pourquoi nous amenons les gens à découvrir, à reconnaître que tout ce que je sais, je dois le mettre au service de là où je travaille. Ça d'abord, aide vous-même en tant qu'employé et également ça concourt à l'harmonie au sein de l'entreprise de façon générale. Voilà. Oui, monsieur le consultant, dans ce que vous êtes en train de dire, il y a certaines personnes qui ne sont pas loin quand vous vous décarcassez, vous dire que est-ce que c'est l'entreprise de votre père ou bien est-ce que vous travaillez comme cela pour que vous soyez auréolé de toutes les reconnaissances? Oui. Oui, évidemment, il y en a ça. Moi, je me dis que c'est juste une question d'ignorance. C'est-à-dire que la personne, l'employé, ignore ce qu'il fait ou bien ce qu'il est. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, ça dépend aussi de la manière dont vous l'avez abordé aussi. Vous voyez? Ça dépend aussi de la manière dont vous avez abordé la personne. Donc, c'est pourquoi, comme je le disais, le coaching individuel au sein d'une entreprise, c'est d'abord tous ces paramètres-là. Nous amenons les uns les autres comment communiquer au sein d'une entreprise. La communication au sein d'une entreprise, c'est une grande chose. Vous pouvez avoir de meilleures interactions pour pouvoir aider la personne ou bien pour que les choses soient des manières les plus bonnes possibles. Mais si vous abordez la personne de la mauvaise manière, tout est parti au chaos. Donc, comment vous abordez la personne? Donc, c'est pourquoi l'un des travaux que nous faisons également, c'est d'amener les gens à adopter les bonnes manières en termes de communication. Donc, si, par exemple, vous qui m'approchez, vous me parlez de la bonne manière, évidemment, je vous répondrai aussi de la bonne manière. Mais au cas où, par exemple, celui qui me parle mal, et que moi, je sais comment répondre aux gens, là, je ne vous dirai pas que est-ce que c'est ton entreprise ou bien c'est l'entreprise de votre papa. Non. Vous voyez? Donc, voilà, quand nous disons le coaching individuel, c'est sur ces aspects-là. Les gens sont dans les entreprises avec des blessures intérieures. Quand la personne arrive au matin au service, vous ne savez pas ce qu'il a enduré la nuit. En venant, vous ne savez pas à quoi il a échappé. Vous ne savez pas le coup de fil qu'il a reçu. Vous ne connaissez pas son humeur à ce moment-là. Donc, il faut savoir comment lui adresser la parole et comment l'amener maintenant à faire ce que vous voulez et au-delà. Quelle est alors la différence entre le coaching individuel et le coaching d'équipe?
justement, le coach individuel prépare l'individu lui-même à donner le meilleur de soi. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand nous parlons du coaching d'équipe, ça, c'est toute une équipe. Par exemple, au sein d'une entreprise, il y a plusieurs équipes. Il y a des équipes chargées de faire telle ou telle activité. Donc, le coaching d'équipe maintenant se veut d'amener toute l'équipe à découvrir ce qu'ils doivent faire pour atteindre leurs résultats. Vous avez une équipe composée de 5 personnes. OK, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que dans un temps record, nous puissions atteindre nos résultats? Donc ça, c'est le coaching d'équipe parce que quand pas d'équipe, ça veut dire qu'il y a un résultat qui est escompté, que vous devez atteindre forcément. Maintenant, comment vous devez faire? Comment vous devez se prendre au sein de cette équipe-là pour y arriver? Ça, c'est le coaching d'équipe. Pour gagner en temps, en énergie, en efficience. Et le coaching des leaders? Le coaching des leaders, comme le mot le dit, touche les leaders, touche les managers. Il y en a qui sont des entrepreneurs, qui sont les directeurs de société. Je suis le directeur, je dois vous parler tel que je veux. Donc, ça, c'est le côté communicationnel. Donc, la relation, dans un premier temps, la relation entre le leader et ses subordonnés, en un tout autre. Maintenant, de l'autre côté, les compétences même du leader. Comment vous devez faire pour manager votre équipe, pour atteindre votre résultat? Comment vous devez faire? Vous avez, votre entreprise a plusieurs projets que vous faites, soit de façon journalière, ou bien hebdomadaire ou semestrielle. Maintenant, en fonction de vos projets, comment vous voulez vous prendre pour atteindre vos résultats? Donc, le coach est là pour vous aider, pour vous accompagner. Pas pour vous dire en tant que consultant, voilà, en ce moment, le coach est là pour vous guider. Pour vous guider, pour vous remonter maintenant à se préparer et à atteindre vos objectifs. C'est ça le coaching au niveau des leaders. Dans nos pays, nos entreprises ont besoin de quel type de coaching? Le coaching individuel, le coaching d'équipe ou le coaching des leaders? Je dirais que le besoin d'une entreprise en coaching dépend des réalités de l'entreprise. Il y en a, aujourd'hui, quand vous arrivez dans certaines entreprises, il y a le département coaching au sein de l'entreprise. Il y a le département coaching qui vient même en appui des gestionnaires de ressources humaines. Donc, aujourd'hui, quel est le besoin de l'entreprise? Est-ce que c'est au niveau de l'employeur lui-même d'être coaché pour bien gérer son personnel ou bien c'est au niveau des différentes équipes qui travaillent sur les projets particuliers, sur les projets précis? Vous voyez? Donc, c'est de ça. Donc, il faut identifier ça. Quel est le besoin? Le besoin, est-ce que l'entreprise a un personnel qualifié, mais qui n'est pas productif? Là, en ce moment, la solution n'est pas de les licencier, excusez-moi, mais plutôt de travailler sur eux pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les résultats soient atteints, comme je le dis souvent. Vous voyez? Donc, ça dépend maintenant de savoir de quel coach, pour savoir de quel coach vous avez besoin. Donc, c'est pour ça l'essentiel, c'est de discuter avec le coach. Quand vous discutez avec le coach comprend votre besoin. Parce qu'il peut arriver que vous-même, vous pouvez ne pas comprendre. L'entrepreneur peut à tout temps accuser son personnel pour dire que les gens ne sont pas compétents, les gens ne travaillent pas. Mais au finish, vous allez voir que le problème, c'est en eux-mêmes. C'est en eux, ça dit, c'est dans les entrepreneurs eux-mêmes. Le problème, la cause là, de l'improductivité du personnel dépend ou bien provient de l'entrepreneur lui-même. Donc, l'entrepreneur ne peut pas savoir que lui-même est la cause de ses problèmes. Donc, à l'écoute ou bien devant un coach, le coach peut discerner, comme je venais de le dire. Si le coach met en écoute l'entrepreneur, là, il va savoir que voilà le problème, voilà telle situation. Des fois, quand vous écoutez même l'entrepreneur, le coach peut vouloir écouter une autre personne. Ça peut être le responsable administratif, par exemple. Le coach peut décider que je vais l'écouter aussi. En mettant en écoute les gens, les différentes personnes de l'entreprise, vous allez maintenant déceler là où est le problème, comment s'y prendre. Voilà les situations. Donc, vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui que je suis coach. Donc, dans cette entreprise, voilà ce que je vais faire. Non. Il vous fait les choses en fonction des besoins de l'entreprise. Voilà, M. Delali, dans une dizaine de minutes, nous allons devoir remettre l'antenne à la régie pour la suite des programmes de la télévision togolaise. Mais avant d'y arriver, de votre expérience, les entreprises togolaises ont besoin de quel type de coach pour atteindre leur meilleure performance?
Merci beaucoup. Pour atteindre leur meilleure performance, d'abord, les entreprises ont besoin, de façon générale, des coachs généralistes. Le coaching est présenté sur plusieurs aspects. Il y a plusieurs formes de coaching. Donc, au sein d'une entreprise, pour ne pas aller prendre un coach de vie, un coach d'ado. Donc, vous devez prendre un coach généraliste et particulièrement un coach en entreprise. C'est lui qui connaît la réalité. C'est son travail. C'est en ça il est spécialisé. Donc, c'est de lui que vous avez besoin. C'est lui qui sera face à vos besoins. Voilà ceci ou cela que vous devez faire si vous voulez réellement avancer. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Vous ne pouvez pas nous quitter comme ça sans votre conclusion. Merci beaucoup. Déjà, je remercie une fois encore nos téléspectatrices et téléspectateurs pour leur attention, leur même attention qu'ils nous ont accordée. Nous espérons vraiment que tout ce que nous venons de dire contribueront vraiment à changer certaines pratiques et surtout au niveau des entreprises, que les entrepreneurs comprennent réellement que les coachs sont là pour les accompagner, les coachs sont là pour les aider à avancer dans leur activité au quotidien. Et c'est le lieu de vous adresser, M. Condon, mes sincères remerciements pour l'opportunité que vous nous avez donnée à travers l'organisation et la tenue de cette émission. Merci, M. Adjika Kossi Delali, pour ce merveilleux temps que vous avez passé ensemble avec nous. Avant de remettre l'antenne définitivement, merci à tous les techniciens. La réalisatrice du jour, Gisèle Mbou, merci pour votre savoir-faire. Tous les techniciens, à quelque niveau où vous soyez, vous qui ne ménagez aucun effort pour que l'émission ID soit présente chaque semaine sur les antennes de la télévision togolaise. Soyez-en remerciés. Chers fidèles téléspectateurs de l'émission ID, vous aussi, que le Seigneur soit avec vous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, certainement avec un nouveau thème. Mais d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.